Du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? En ce 6-7-400.5, mesdames, messieurs. Oui, ben en réalité, pour les gens qui... Oh tiens, je n'ai pas la date avec moi aujourd'hui. Quelle date sommes-nous, bande? Nous sommes le 26 mai. Ah, voilà, 26 mai. Mike qui sauve la situation d'une façon incroyable. Ici, on va remercier l'indicateur de date dans Windows pour ton poste de console. Et faites attention, peut-être que l'autre côté de la vitre, vous aurez un méchant... puisque j'ai un invité cette semaine. Oh, non. Encore? Oh non. C'est le chien dans Duck Hunt ou... Non, c'est un rire dans Mario 64. Non. Ah, c'est le rire. C'est Kefka. Ah. Non, désolé Phil, Pardonnez mon ignorance. Il n'y a pas de problème, on te pardonne. Donc, j'ai avec moi, ici vous avez au micro Simon Boucher, j'ai avec moi ici Monsieur Philippe Jacques, bonjour. Eh oui, bonjour tout le monde. Et bien sûr, à la mise en honte, Monsieur Mikey G. Toujours partant. Ben oui, il est toujours là, c'est lui qui a la meilleure fiche de nombre de présences au bâton. Donc... Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Nous allons tout de suite commencer par notre chronique habituelle du début d'émission. Donc, allons-y gaiement. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Je m'habituerai jamais que c'est ton vrai nom, genre. Ben oui, c'est mon vrai nom, je veux dire. Non, mais je veux dire, d'habitude, on est habitué d'entendre Mikey faire une petite patch de voix pour annoncer quelqu'un d'autre. C'est pas parce que j'ai manqué complètement la moitié de la saison, parce que je travaillais trop, que je suis nécessairement pas là souvent. La preuve, je suis là cette semaine. Irremplaçable, Monsieur Boucher. De quoi nous parlerez-vous? Je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent présentement, il y a beaucoup de fans de jeux de société, de jeux de table. Oui, j'adore jouer à Flip the Table, entre autres. Qui est un jeu physiquement avec des tables. Mais ici, un jeu sur la table. Tout le monde connaît Clou, un des plus grands classiques. Oui. Donc le jeu, il y a eu un meurtre dans une maison. Un jeu de table d'enquête, finalement. Exactement, il y a eu un meurtre dans la maison et vous devez trouver qui a commis le meurtre, avec quoi et où. Eh bien, ils viennent de sortir une édition spéciale de Clou. C'est l'édition Donjons et Dragons. Quoi? Donc, Colonel Moutarde et tous leurs amis sont remplacés par, mettons, l'elfe mage, le nain guerrier et tout ça. Les chandeliers et cordes sont remplacés par l'épée vorpale, le fléau d'armes +3. Et ça se passe dans le château d'un archmage et donc les pièces sont remplacées par des choses telles un donjon, la bibliothèque du grimoire, des choses comme ça. Et il y a même certains monstres errants pour rendre la chose un peu plus compliquée. Donc, est-ce qu'il y a des éléments de RPG qu'on peut améliorer nos personnages avec des points ou quelque chose de genre? J'ai pas ces détails-là, malheureusement, mais en gros, l'histoire, c'est lors d'un souper chez l'archmage, un doppelganger, donc une créature qui prend la forme qu'elle veut, tue l'archmage durant le souper et prend la forme d'un des joueurs pour essayer de s'échapper. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est présent qui est le criminel. Et donc, mais là, elle n'avait pas prévu que le château se barrait automatiquement quand l'archmage était tué et que nous sommes sur l'enquête. Donc, ça va être disponible sous peu. Commencez à harceler vos fournisseurs de jeux de table. Est-ce que tu as une idée du prix? Regardez, c'est une édition spéciale. Ça va être probablement à l'entour de 40 à 60 $. Intéressant quand même. Parce que bien sûr, Dungeons & Dragons va aller se chercher une grosse cote. Bien mérité. OK. Faut bien qu'ils fassent de l'argent quelque part. Ouais. Ben oui, je veux dire qu'ils font pas d'argent avec leur livre à 75 $. Ici, j'ai une rumeur. C'est extrêmement non fondé. C'est basé sur un tweet. Fait que prenez ça avec probablement 2 salières de sel. OK. Mais, suivant un tweet de Lucy Lawless sur Twitter... La Xena. Xena a des chances de revenir sous une forme ou une autre dans un futur proche.
La guerrière Safik. Oui, est-ce que ça va être une web... Merci Mikey de remonter un petit peu le niveau de vocabulaire de l'émission. Est-ce que ça va être une web série? Est-ce que ça va être une série comme on l'a connu? Est-ce que ça va être un exclusif Netflix? Ça pourrait être cool. Est-ce que ça va être avec Lucy Lawless ou une nouvelle actrice? Non, ça va être sûrement Non. Lucy Lawless, mais est-ce que Gabrielle va être là pour aller justement chercher le terme que Mikey a utilisé? Je le sais pas. Présentement, c'est une grosse rumeur, mais honnêtement, il y a plein de jeunes garçons qui pourront enfin vivre une adolescence saine grâce au retour de cette émission. C'est impossible de vivre une adolescence dans les règles de l'art sans avoir un modèle qui mesure à peu près 6 pieds et 7 qui tue des méchants oui, il y a un moyen, hebdomadairement à la Il y télé. a un autre moyen, ça s'appelle Baywatch. Non, mais t'as besoin d'une figure maternelle capable de tuer ton père par moment. Ouais, c'est mieux un peu. T'sais, honnêtement, il y a Freud présentement qui est en train de tourner dans sa tombe. Si on l'entoure de fils de cuivre, il va produire de l'électricité, fait qu'on va faire attention à ce qu'on dit. Freud va rendre hommage à Tesla. Oh oui! Hey, on va aller sur une autre petite chose. Je sais pas si vous avez vu sur Internet, il y avait une grosse mode. C'était des gens qui se mettaient ils prenaient des photos, c'est très japonais, dans des positions où ce qu'ils avaient l'air de faire des moves, des attaques de Dragon Ball ou d'autres jeux de ce style-là. Ah, Donc, ça, il avait l'air de j'ai croisé lancer des gens, puis ils prenaient des photos en plein air sur le bon moment. OK. Mais là, il y a une peut-être. application sur iPhone qui permet dans vos photos, rajouter des effets de chargement de puissance, de balles de feu, d'éclairs un peu à l'empereur. Donc, je vais montrer d'ailleurs la photo des éclairs à l'empereur à Monsieur Philippe Jacques qui va dire que c'est 100% acceptable. Ah, c'est fantastique. Je ne ferais pas mieux dans Photoshop. Donc, vous pouvez vous aussi rajouter un petit peu de vie dans vos photos et un petit peu de maléfice. Là, Le maléfice. T'es conscient, Simon, qu'en disant ça, je n'ai pas le choix de m'en acheter un iPhone pour pouvoir avoir cette application-là. Maintenant, Mais parlant d'applications de ce style-là, je sais pas si vous connaissiez, c'était très populaire il y a environ 1 an et demi. C'était Movie Studio FX. C'était fait par Bad Robot Interactive. Bad Robot qui est qui est la compagnie de J.J. Abrams. OK. Oh, ben là, excusez-moi, j'ai parti l'application et j'ai une tonne métrique de son, fait que je vais juste la baisser pour pas que vous entendiez ça. Et puis, ça a eu des partenariats avec, entre autres, Star Trek, le dernier Call of Duty. Et puis, c'est une application que vous prenez une petite vidéo et ça surimpose par-dessus votre vidéo des effets de style des missiles, des explosions, des roches géantes qui passent. Ou des Mech Warriors, je pense. Oui, là, présentement, il y a eu des, avec Star Trek, il y a eu des effets de torpilles au proton, de combats de phaser, de même si tu prends un paysage, tu peux faire passer l'Enterprise dans le ciel. Donc, Simon, on dit torpille à photon. Photon, oui. j'ai dit quoi? Proton. Oh, je m'excuse, hey. C'est dans Star Wars. ça. Ouais, c'est ça, je me suis trompé de star. Alors, Dans ta face, Simon. C'est un autre geek sur une technicalité, ça compte pas. Oh. Donc, c'était une petite divergence, mais 2 applications super agréables. Donc, allez chercher le Kame Camera si vous voulez faire des trucs de Dragon Ball. Et caméra! je suis content de voir que quelqu'un a pogné le jeu de mots. Et sinon, c'était Studio Movie FX pour celle-là pour mettre dans des vidéos très intéressantes. Et là là, hey, je peux vous parler. Êtes-vous au courant du hamburger le plus cher au monde? Oh. Savez-vous comment Tu il vaut? intrigues mon estomac, Mikey? Étant moi-même oui, je suis comme on appelle une pute à burger. Bienvenue dans le club. C'est-à-dire que je ne peux. Tu ferais n'importe quoi pour un hamburger? Je ferais n'importe quoi. Tel le petit gros dans Popeye, là, Bluto. dans le temps. Là. Non, pas Bluto, l'autre, Gontran, je pense. qu'il s'appelait. Gontran, ça dépend de la traduction. Ouais, avec le petit chapeau melon. Bref, le burger le plus onéreux au monde coûte 330 000 $. Est-ce qu'il y a des diamants purs à l'intérieur? Non, puis il y a même rien. La seule chose qu'il y a de pur, Des puis feuilles d'or? c'est vraiment pur. Non, c'est de la viande faite in vitro. De la viande faite à partir de cellules souches Non, musculo-squelettiques. c'est comme manger un clone burger, finalement. Un excellent clone burger. Le créateur même, je crois que c'est Peter Frost qui s'appelle, il a goûté à sa création et il la qualifie, tenez-vous bien, de relativement bon.
Relativement. Donc, À ce prix-là, je m'attends un petit peu plus que relativement. Donc, à la place de manger des insectes, on va se pencher sur la viande in vitro, puis manger de la nourriture, toute sauf bio finalement, complètement faite en laboratoire, et on va se vider les poches à en manger. Bon appétit Mais tout le monde. parlant de burger, toi en parlant de cher, j'en connaissais un autre. C'est un qui est à 666 $. Il s'appelle le Douche Burger. C'est un hamburger, dans le fond, c'est du bœuf Kobe. Dans le fond, avec du foie gras, du caviar, du homard, des truffes, du gruyère importé, qui a été fait avec du champagne, plein de petites choses comme ça. Et en plus, il est emballé dans une feuille d'or. Et le burger, sur le dessus, il était tempé avec un pentagramme pour aller chercher ici le prix de 666 $, avec un genre de fer chaud pentagrammique. Et c'est le Douche Burger. Si vous voulez aussi chercher des burgers très dispendieux, c'en est un autre exemple. Superficiellement bon. Oui. Est-ce que vous voulez un autre petit truc sympathique? Pourquoi pas? Oui. Présentement, au Japon, il y a un problème. Ben, c'est pas un problème, mais c'est une petite complication. Le gouvernement, ils ont été obligés de sortir officiellement et puis de dire que la maison du premier ministre n'est pas hantée. Ah, parce que C'était supposé l'être. Parce que ça fait 5 mois que le président actuel n'a pas encore emménagé. Et il devrait aménager dans la résidence officielle. Et puis là, les gens commençaient à sortir des rumeurs. Ils disent, ben là, peut-être c'est parce que la maison est hantée. Parce que c'est une maison qui a quand même un historique de drame assez horrible. Dans le fond, c'est une maison qui a été bâtie en 1929. En 1932, le premier ministre a été assassiné dans cette maison-là. OK. Et puis, 4 années plus tard, il y a plusieurs membres du gouvernement qui ont été tués là aussi dans un coup militaire raté, qu'au Japon on appelle ça l'incident du 26 février. Et puis là, après 5 mois, les gens se demandaient mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore déménagé là? Puis vu que la maison avait un historique d'être hantée, ils ont été obligés de dire non, c'est pas parce que la maison est hantée puis le premier ministre a peur des fantômes. Ben non. Donc, ce qui pourrait arriver... Oui, mais tu sais, ils ont fait appel aux Ghostbusters? Non, aux Ghostbusters! Ouais. Avec un U à la fin. Ghostbusters! Mais imaginez le 24 Sussex hanté, je voudrais pas voir ça. Il y aurait un fantôme qui vous réveillerait dans la nuit et dirait « Que voulez-vous? » Il est pas encore mort, Simon. J'y travaille. Oups. Donc, je crois que ça va arrêter ici les geektualités. Oui, je pense que c'est assez. Ouais. Maintenant, divertissons-nous un petit peu en parlant de... Chronique Cinéma! Ça y est. Solo de banjo abrégé. Donc, là, je viens de voir l'heure. Je pense qu'on est allé un petit peu vite. Fait qu'on va aller sur une ou deux petites informations cinéma rapides. Après ça, on va aller en musique. Puis après ça, on va aller sur le contenu principal de la chronique cinéma. Donc, moi, je tenais simplement à vous dire que ceux qui l'ont pas vu cette semaine, la bande-annonce pour Anchorman 2 est sortie. Donc, si vous l'avez pas Oui, le encore film vu, avec Will Ferrell. oui, donc ça a l'air délicieux, puis ça a l'air de respecter l'esprit du premier, même si ça se passe Ça 30 fait ans plus longtemps tard, que je puis l'ai les pas personnages vu. n'ont pas vieilli. Mais c'était un des bons Will Il Ferrell. va falloir que je le réécoute définitivement. Oui. Oui. Toi, Philippe, t'as quelque chose à nous parler après, t'as nous parler pour le cinéma? Oui, After the Jump, comme qu'on dit. Mais présente-nous ça, puis on va monter l'intérêt du Après public. la chanson de la semaine numéro 1, je vais vous parler je suis allé voir pour vous Star Trek Into Darkness. Oh. Alors, on va en parler Mais brièvement. Tout d'abord, délectons-nous les oreilles. Oui. Oui, j'ai... La chanson de la semaine! Je suis pas habitué de présenter la chanson de la semaine, alors j'ai voulu aller trop vite. C'est pas grave. C'est quoi la chanson de la semaine? Pour vous cette semaine, j'ai quelque chose qui vient du jeu vidéo ultime dans mon livre à moi. Ça s'appelle Doom. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Légèrement. Alors, c'est la chanson s'appelle Épisode 1, Monde 1 Hangar. C'est un remake de la chanson du premier tableau de Doom, faite pour un mode de Doom 3 qui s'appelle Doom 3 classique. Qui ramène Doom 1 dans Doom oui, 3. C'est le premier épisode de Doom 1 refait dans Doom 3 de façon magistrale. Alors, le groupe qui a repris la chanson s'appelle Sonic Clang et ça fesse. Alors, Mikey. je vous passe ça. Oui.
Après cette chanson de la semaine condensée, vous êtes de retour au Geek Contre-Attaque. Qu'est-ce qu'on a écouté, Philippe? C'était épisode 1, Monde 1, Hangar de Sonic Clang. Et avouez que vous avez envie de buter du démon. Je me sens épiquement puissant. Oui, ça me donne envie de sortir mon émulateur de DOS. Donc, t'allais nous parler de... Star Trek Into Darkness. T'as vu ça pour nous? Oui. Quel sacrifice. Et Mikey, je vais essayer de pas donner de spoilers, mais donne-moi un spoiler alert, pareil. OK. Au cas où. Au cas où, j'ai peur de m'échapper, sérieusement. On n'est jamais trop prudent. Si jamais vous... Bon. Si jamais il y a un spoiler trop important que tu t'apprêtes à dire, tu t'avertiras, Mikey, on va partir de la musique, vous pourrez à la maison mettre vos doigts dans vos oreilles et dire la pendant 15 secondes. Bon. Je m'excuse à l'avance si je vais m'échapper, mais je vais essayer de pas m'échapper. Pour Simon qui l'a pas vu encore, ni Mike, je pense. Non. Ouais, moi je vais aller le voir bientôt, fait que fais attention. OK, on peut résumer le film qui est... J'ai eu un excellent moment au cinéma, je dois l'avouer. Est-ce que c'est à cause du cinéma ou du film? C'est à cause du film. Ah, c'est bon. C'est bizarre parce que le film en tant que tel est comme un rehash du premier de Abrams. Si tu décortiques l'histoire à son minimum, c'est similaire. T'as un terroriste qui arrive, qui veut tuer tout le monde, puis la crew de l'Enterprise doit l'arrêter. En passant par-dessus ses problèmes personnels. C'est ça. Donc... au cours de l'aventure, Kirk apprendra à être responsable. Oh. Spock apprendra à dealer avec ses sentiments. Oh. Uhura est amoureuse de Spock. C'est donc contre nature. Simon Pegg, qui est dans le rôle de Scotty, et le comic relief encore. Simon Pegg. Le docteur McCoy est là. Ah, ok, c'est bon. Il fait des mauvais jeux de mots encore de façon excellente. Je dirais. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de visibilité que dans le premier film? Un petit peu, mais c'est encore, il est sous-utilisé d'une façon magistrale. Je pense que c'est le temps qu'on utilise le personnage parce que faudrait que le trousse soit Scotty et McCoy partent en aventure. Le film. Ouais. Le road trip en navette. Ceci dit, le côté le plus intéressant de ce film-là, pour moi, qui est un gros fan des films avec Kirk et de la série originale, c'est le fait que dans celui-là, on sent que la crew, l'équipage est un peu plus soudé. C'est plus un film de on met tout le monde ensemble dans un vaisseau, ça a déjà été fait. C'est maintenant, ça. c'est de les garder ensemble. La magie des personnages là opère d'une façon sublime dans cette version-là. Il n'y a pas de scènes de moto qui servent à pas grand-chose. Non, il y a plein de scènes qui servent à des... plus ou moins, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Oui, okay. Mais la magie, c'est les personnages, les effets spéciaux qui sont seamless, un peu comme... je comparerais ça au niveau des effets spéciaux des Avengers. OK. Il y a beaucoup Peux-tu traduire seamless? Non, tu peux-tu? Non, je sais pas ce que tu dis. Qui s'intègre de façon naturelle. Parfaitement, ouais, bon, c'est ça. Merci. Merci, Simon. Alors, un peu comme les Avengers, il y a des tonnes d'effets spéciaux, mais c'est tellement bien fait qu'on y voit qu'il y a du feu, okay. pas de fond bleu apparent, etc. Ici, la question sur les lèvres de énormément de geeks, sans demander qui il est, parce que c'est la grande question, mais la performance de Benedict Cumberbatch. Parce qu'il y a beaucoup sur les sincèrement un des meilleurs vilains que j'ai vu au cinéma depuis un bout. Très bien acté, très bien amené. J'attendais ce film-là avec une brique puis un fanal. Ils me l'ont vendu de façon incroyable. Cependant, au niveau des gros fans de Star Trek, ça se peut que vous tiquiez un peu à certains moments parce qu'on prend une franchise qui est de la science-fiction, pas pure, mais assez avancée. Et aussi très science. Très science. On rend ça le niveau de science est équivalent maintenant à Star Wars. Ça veut dire... Des mitochondriens. Ça veut dire... C'est du techno-babble. Ah, ouais. Il y en a toujours vu dans Star Trek. Je suis en train de réécouter les Next Generation. Et puis... ça a tout le temps, oui, mais il y a tout le temps eu un fond scientifique. Oui. Puis au moins, ça se tenait d'épisode en épisode. Ça se tenait. Mais là, au début... Ils font juste aligner des syllabes technologiques une après l'autre qui veulent rien dire. Au début, on éteint un volcan avec de la fusion à froid. Oh, et okay. la fusion à froid, c'est pour faire produire de la chaleur. C'est ça. Fait que, mais ça freeze le volcan. Ça gèle le volcan, mais il y a le mot froid. Fait que le monde, il ne voit que du feu.
Je me suis out-geeké moi-même avec mes mots. Puis on a réussi à te déconcentrer. Oui, effectivement. Mais je dirais, c'est un excellent film d'action. De science-fiction. Ils sont pas trop méchants envers la franchise. Je veux dire, ça réduit pas trop la franchise. Il y a beaucoup de petits bonbons pour les fans. En fait, on voit... ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit des Klingons. Et il y a un fight avec les Klingons. Est-ce que c'est ton Il y a des notes dans la musique qui rappellent les anciens thèmes. Les costumes rappellent les anciens costumes. Le combat avec les Klingons est vraiment court, mais incroyablement beau. Est-ce qu'il y a des battlets, je pense? Oui, il y en a. Oh! Il y a aussi... Simon, il y a des tribules. Il y a un tribule. Et j'étais complètement content de voir ça dans le film. Donc, je le recommande fortement. Cependant, c'est un blockbuster américain. Oui. Donc, attendez-vous à pas beaucoup de viande sur l'os, un gros film d'action vraiment fantastique, mais si vous êtes un gros fan des Star Trek côté science-fiction, c'est pas un film qui va amener cet aspect-là plus. Le film prend son temps un peu pour développer les personnages, c'est pas action, puis mais le film va très vite. Puis mais il est bien balancé en général. En gros, sur 10, combien tu donnes de lens flare? 3 lens flare et demi. Sur 10? Ah, non, sur 5. On va réduire ça à 7 sur 10. Ouais, donc, c'est quand même, ça vaut le déplacement. C'est ça. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Toi, tu l'as vu en IMAX? En IMAX 3D. Original? Oui. Bon. Non, je l'ai vu en français. Donc, traduction, fait pas trop mal? J'ai pas remarqué d'Yves Corbeil au détour. Dans ce cas-là, on va enlever un point ici parce que tout bon film contient Yves Corbeil dans sa traduction. Ok, je te l'accorde. Edgar Fruitier donne un demi-point, mais c'est pas ici qu'on a affaire. Joël Legendre en enlève 3. Joël Legendre enlève toujours des points. Moi, j'ai le goût de parler un petit peu de ça, là. Oui, vas-y. Chronique jeux vidéo! Alors, jeux vidéo. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai pas prêté attention. Oui, j'ai prêté attention. Ici, je présume que tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé mardi, quand ils ont annoncé la boîte X en forme de X. Oui, effectivement. Ça fait toujours drôle de dire qu'est-ce que t'as? J'ai une Xbox 1 et une PS4. Ça fait un petit peu bizarre. À part la Kinect qui détecte les battements de cœur, c'est la seule affaire que j'ai retenue de vraiment comme. Le problème, c'est que ici on voit une tendance que Microsoft fait déjà de plusieurs années. Si vous vous rappelez l'E3 l'année dernière, Microsoft avait passé plus de temps à parler des intégrations ESPN, des sites de sport, que de jeux en général. Puis ici, on voit que leur lancée sur contrôler votre salon, c'est ça qui s'en vient. Ceux-là qui ont donc vu l'événement peuvent savoir que, bien sûr, 90% présentement des choses qu'ils ont annoncées, c'est si vous êtes aux États-Unis, mais on va quand même le parler. La Xbox 1 va se connecter sur votre boîte de câbleau distributeur et va prendre le contrôle de votre câble grâce à des commandes vocales Kinect ou grâce à la manette. Donc, bon. Okay. La Kinect est intégrée dans la console. Non, c'est une pièce supplémentaire, mais elle doit être branchée en tout temps. OK. Là, ils ont pas parlé de quasiment de jeux. Ils ont montré des jeux de Electronic Arts pour le sport. Donc, ils ont parlé de sport puis de Call of Duty. Ici, on voit qu'ils ont un certain public en tête. Pour ce qui est des jeux de sport, c'était tout du pré-rendu dans l'engin, mais c'était tout du pré-rendu. Ça a été avoué par Electronic Arts. Sinon, Call of Duty, c'est Call of Duty. Je m'avancerai pas trop là-dessus. Mais il y a un chien. Beaucoup de journalistes ont dit d'ailleurs que le chien de Call of Duty a volé le show parce que le reste était un petit peu ennuyant. Ils disent, là, pour les jeux, vous allez attendre à l'E3 dans quelques semaines, mais, je veux dire, tous les sites de jeux, là, ils regardaient, puis ils en ont même pas parlé. C'est un petit peu triste pour ça ici. Non. Ça fait un gros contraste, mais, la machine va être intéressante. Le fait ici que Kinect
peut apporter des choses intéressantes pour le jeu. Exemple, si on prend le Call of Duty qui a un chien et on dit que ce serait possible de donner des commandes vocales au chien dans le jeu, c'est comme dire Rex attaque ou Rex fait le mort. Fait que ça peut quand même être un petit gadget intéressant pour donner des ordres. T'as bien résumé ça, gadget. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manette. Visuellement, elle est rendue très belle et puis ils vont mettre des systèmes de vibration dans chacune des gâchettes, les boutons de gâchette. Ouais. Donc, au lieu d'être toute la manette qui vibre quand vous tirez, ben ça peut être juste la gâchette, mettons, de la gâchette. Ben oui, ben c'est très bien comme ça parce que ça va rehausser le niveau de réalisme. C'est ça. Mais ce qui est vraiment à retirer, c'est aussi une entente de 400 millions de dollars en quelques années avec la NFL. Bien sûr, du contenu purement américain. Fait qu'on voit qu'il s'en va directement vers une boîte très lié au divertissement. Plus un media center. Un media center parce qu'ils ont presque pas parlé de jeu. On va voir ça dans quelques semaines. Les rumeurs les jeux vont être enregistrés à votre console. Fait ils ont annoncé que oui, on va pouvoir les vendre, mais ils ont pas expliqué comment. La console doit se connecter sur Internet une fois par jour. Il y a plein de petits détails. Ils ont plus amené de confusion sur ces détails-là que de nouvelles informations. Fait que je pense que pour nous, les gamers, il va falloir vraiment attendre le 3 pour avoir le point juste sur cette console-là. Mais Simon, il y a eu un autre annoncement par rapport au Xbox One. Oui, ben on peut faire ça rapidement, oui. Oui, il y en a qui en ont peut-être entendu parler, mais Spielberg a confirmé qu'il s'occuperait de faire une série télé de Halo. Bien sûr, disponible uniquement sur la Xbox. Oui, mais il produirait et dirigerait cette série-là. Alors, ça pourrait être intéressant, surtout par Spielberg. Là, oui, ben, j'imagine pourrait amener quelque chose. Band of Brothers fait avec des Spartans puis des soldats de l'espace, ça pourrait être intéressant. Ben d'ailleurs, Spielberg lui-même s'avoue être un grand gamer. D'accord, s'il a joué pas mal à Halo, c'est peut-être la bonne personne pour le faire. Bon. Donc, nous, on va s'en aller en pause publicitaire et au retour, on vous garde une petite chronique spéciale. Ah. 89. Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix est simple. CKRL. Québec. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written. Après des années de silence. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les 2 t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutiquevoire.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoire.ca. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation@ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Lundi le 3 juin dès 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation estivale de CKRL. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour vous délecter de notre bière, la CKRL. Au Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, le 3 juin dès 15h30. On vous attend. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e Avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Bio, 1296 3e Avenue Limoilou, et chez Amassan le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Bonjour, ici Pierre Vanchampfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule Les Matins éphémères. Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli.
Un savoir-faire qui se goûte. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Vous êtes de retour Geek contre-attaque à l'antenne de CKRL. Donc, nous étions en chronique jeux vidéo. Et avant de continuer, Monsieur Mikey, pouvez-vous me jouer un petit quelque chose? Je peux bien. Mystère. Zach, they're here. Quelle ambiance, justement, mystérieuse. Oui. Ça me fait peur. Est-ce que vous avez peur à la maison? Je suis effrayé, hein. Je suis en dessous de la table. On va arrêter là, ça fait beaucoup de portes en quelques instants. Qu'est-ce que tout cela? Moi et Philippe, et moi, un peu plus par l'après, nous avons joué cette semaine à un jeu. On a sacrifié du temps pour vous, encore. 3 heures ensemble, et moi, j'ai joué presque à tous les moments que j'avais disponibles au cours de la dernière semaine. Oh mon Dieu. Oui, même ma copine n'arrête pas de me dire, Simon, peux-tu continuer à jouer? J'aime ça te regarder quand tu joues à ce jeu-là. Et je vous avertis tout de suite. Nous avons joué ici à Deadly Premonition. Parce que là, il y a environ 2 semaines, ils ont ressorti l'édition du directeur. Et c'est un jeu spécial. Pour commencer, ça détient un record Guinness. Le jeu avec les notes les plus polarisées. Ouais. Donc, c'est les extrêmes. C'est soit des 0, 1, 2, 3 et des 8, 9, 10. Il y a très peu de notes moyennes pour ce jeu-là. Ce n'est que des extrêmes. Wow, et ok. pourtant, j'y mettrais tellement la note moyenne. Mais je me retrouve dans votre descriptif, ça m'interpelle. En gros, Deadly Premonition, c'est un jeu japonais qui de survie horreur, un peu, on pourrait dire Resident Evil. Silent Hill un peu aussi. Silent Hill aussi. Et puis, c'est spécial. C'est tout ce qu'on a à dire présentement. Moi, ce que je pourrais résumer, ça pourrait s'appeler Cutscene the Game. Oh! Parce qu'en 3 heures de jeu, on a eu 3 scènes de combat, moi pis Simon, qui ont duré à peu près 15 minutes chaque. On a tué des zombies qui bougeaient pas beaucoup. Puis tout le reste disait « Kill me, I want to die » avec des voix louches. Puis tout le reste, c'était des cinématiques ou un monde ouvert vide. OK. En gros, si je vous conte l'histoire de base, vous êtes Francis York Morgan, un agent du FBI qui est envoyé dans un petit patelin minable pour le meurtre violent et horrible d'une jeune femme. Donc, l'histoire commence, vous êtes dans votre voiture, une genre de gros muscle car, une grosse voiture avec des rayures, et pendant que vous parlez à votre ami imaginaire, vous êtes au téléphone, vous faites de l'ordinateur, vous fumez, et vous conduisez, vous faites un accident en rentrant presque dans des écureuils qui font des bruits de singe. Hey, surprise! Oui. Et vous êtes à Greenvale pour tenter de résoudre le meurtre. Mais le problème, c'est que ça a été écrit par un psychopathe. Okay. On pourrait dire ça. C'est un jeu que le développement a commencé en 2004. Il est sorti en 2010. Le jeu a été passé à deux doigts d'être cancellé presque 5 fois. Aussi, le niveau de graphique est douteux. Oui. Mais c'est parce qu'il a commencé à être développé en ayant en tête la PS2, mais avec le temps... il est sorti qu'au PS3 à la base. C'est ça. Avec le temps, il est sorti juste au PS3. Là. En parallèle, ma copine joue présentement à Final Fantasy X et je dirais que les graphiques de Final Fantasy X sont légèrement au-dessus. Puis ça, c'est un des premiers jeux au PS2. Wow. Okay. Les sons sont horribles. Vous entendiez tantôt les talons hauts. En réalité, c'est les souliers de l'agent du FBI. Non, il était pas en cheval. Là. Non. C'est un jeu, un monde ouvert, une carte ouverte où vous conduisez une voiture qui se conduit aussi bien qu'un chariot d'épicerie dans de la gravelle. Le jeu a une obsession maladive sur la nourriture. Vous êtes toujours en train de parler de nourriture, puis d'être au restaurant du coin à parler de nourriture. Puis votre café vous parle. Le café vous parle pour vous dire des messages. En fait, le personnage principal est complètement obsédé par le café. À chaque fois qu'il voit un café,
il faut qu'il en prenne un puis qu'il en parle. Le personnage principal passe son temps à parler à un deuxième personnage qui s'appelle Zach. Et les théories, un petit peu comment ça fonctionne, Zach semble être le joueur. Vous êtes donc une double personnalité du personnage du jeu à qui il vous parle tout le temps. Et chose incroyable, ça honnêtement, c'est ce qui me fait jouer au jeu sans arrêt. Lorsque vous vous promenez en voiture par moment, vous allez avoir une possibilité de parler. Vous faites X et vous allez avoir le personnage va avoir une longue conversation avec vous sur le cinéma des années 80, mais de façon encyclopédique. Donc, il va commencer à parler de jazz, et puis là, il va faire jazz développé par le seul et l'unique en telle année, puis là, il va faire un parallèle vers Retour vers le futur, où ce qu'on voit jazz 10 en hologramme, et puis là, il va faire le monsieur ici, Éric Lajoie, quand tu vas nous écouter, notre ami animateur, il fait un long discours sur le film Reno Williams, un faux James Bond très mauvais. Il parle de Remo Williams. Il parle de Remo Williams. Mais c'est incroyable. Récité d'une façon trop encyclopédique. On dirait qu'ils ont rouvert la page de IMDb puis qu'ils la récitent mot pour mot. C'est pas très naturel. Là, ici, c'est l'édition du directeur. Il y a des choses qui ont été arrangées. Le jeu est plus facile. Le fusil se manie. Ce qui se faisait pas vraiment avant. Ils ont baissé le volume des effets sonores qui sont extrêmement bruyants, mais qui est encore pire que ça sur l'édition originale. Oui, parce que tout ce qu'on entendait, c'était les talons hauts, entre gros guillemets. C'était tellement intense. Mais là, on a l'air de dire, bon, les graphiques sont mauvais, le jeu se contrôle mal, c'est un petit peu n'importe quoi, mais pourquoi est-ce que je suis pas capable d'arrêter? Parce que c'est Twin Peaks, le jeu, avec de l'acide. C'est en plein le descriptif qui me vient, c'est en plein le mot qui me vient en tête. Twin Peaks. Ils ont été obligés de changer le nom durant le développement parce que c'était trop proche du nom d'un épisode de Twin Peaks, justement. OK. Donc, c'est des mystères. Il y a le tueur en manteau de pluie, des histoires de zombies que rien n'est expliqué, mais c'est pas ça qui est important. On vient dans ce jeu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tous ces personnages clichés qui bougent comme des pantins désarticulés, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Pourquoi est-ce que l'homme en chaise roulante avec un masque de tête de mort et un masque à gaz commande un sandwich à la dinde confiture et au gruau? C'est des mystères qu'on veut savoir. Aussi, on veut découvrir à quel point il y a rien dans la map de monde ouvert. Le monde ouvert, c'est la ville au complet, mais c'est un très petit village sur une très grande carte. Donc, il y a beaucoup de forêts inaccessibles. Et la carte, d'ailleurs, la voiture est un maximum de 40 km/h et va tout croche. Donc, très dur à contrôler. Et l'essence descend extrêmement rapidement. Donc, aller d'un point A à un point B risque de prendre 60% de votre tank à essence et il n'y a qu'une seule station-service. Et c'est dans un village, donc... Un petit village forestier. Puis on manque d'essence en se promenant juste dans le village. Ouais. Un point A, un point Regardez, B. C'est magnifique. Quand tu vas faire remplir ton auto, le simple fait de sortir du stationnement prend 1% de ta tank à essence. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive si tu manques d'essence? Puis, ton véhicule roule plus, mais tu peux utiliser des jerrycans pour... non, t'as des manières d'appeler une voiture en renfort. Mais j'ai essayé de faire du grand Theft Auto et de voler la voiture des autres. Tu ne peux pas. Mais réussi. Tu peux voir que malgré tous ses défauts, c'est un jeu que tu peux voir qui est fait avec un niveau d'amour incroyable. C'est juste que côté technique, ils ont des gros problèmes. Mais si vous êtes un anardeur de films, vous allez trouver dans ce jeu-là quelque chose d'incroyable qui va venir vous chercher. C'est comme si on regardait quelqu'un qui sait pas chanter, mais qui se donne tellement que c'est bon. Ouais. Donc, moi, honnêtement, je vous conseille de le louer. Avant, essayez-le, mais je pense pas que vous êtes capable de rester loin de Greenvale pendant très longtemps. Simon, combien de zombies désarticulés sur 5? Zach, tu sais, le café me dit de lui donner facilement 8 zombies désarticulés. Sur 5? Sur 5. Sur 5. Oh, wow! Donc, avant de continuer la dernière chronique, on va aller rapidement en chanson. C'est une des chansons, justement, du jeu, mais refaite dans Mario Paint. Donc, ce qu'on parle ici, c'est de... La chanson de la semaine 2! Donc, nous allons aller une des chansons de Deadly Premonition dans Mario Paint et ce, ici même au Geek Contre-Attaque. Donc, on se revoit dans 3 minutes.
regarde. Et voilà. Donc, vous venez d'apprécier ici le thème du sifflement de Deadly Premonition refait dans Mario Paint par un guerrier fantastique. incroyable. Monsieur Jacques, oui. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Oh. Ou le moins ou pire. le pire. Oh, non, c'est vraiment le pire. Et laisse-moi t'introduire en bonne et due forme. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Le 14 juin 2013 marque le retour au grand écran de l'Homme d'acier, mesdames et messieurs. Je me suis donc dit que c'était le Iron temps... Man? Non, Superman. Ok. Ben oui. Je me suis donc dit que c'était le temps de parler à notre public d'un pan assez méconnu de la mythologie du personnage, Mike. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce Superman? Non! C'est Nicolas Cage dans un costume louche. Oh! Ah, les années 90, hein? Ça marque le retour en force du genre super-héros avec le Batman de Tim Burton. Oh, c'est 89, mais quand même, avec la suite aussi qui est Batman Returns. Les années 90 ont aussi vu le déclin du genre avec l'infâme Batman et Robin qui est très fluo en 97. Avec le recul, faut avouer que l'ère du temps a infusé des saveurs assez étranges à nos personnages de super-héros classiques, mais malgré tout, la Warner Bros. A décidé que c'était le temps de ressusciter la franchise de Superman, qui était morte en partie à cause du douteux Superman 4 en 87, mais surtout pas aidé pantoute par la paralysie de Christopher Reeve en 95. Mais voyons donc. Donc, ils ont été obligés de le changer. Oui. Et dans tous les choix de personnes incroyables sur Terre, ils ont choisi... Nicolas Cage. Wow. Mais je vous explique. Pourquoi? Ça a été la base pour un film qui s'appelle Superman Lives, qui n'existe pas. Et on va voir pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Superman Lives est un film qui a été dans les plans de la Warner pendant une décennie au moins. Plusieurs personnes à Hollywood ont été attachées au projet à un moment donné à un autre, mais le line-up final est assez prometteur, voire même mythique. On parle de Tim Burton à la réalisation, Kevin Smith, le gars de Clerks. Un gros fan de bande dessinée. Et voilà, à l'écriture, c'est Silent Bob dans Jay Silent Bob. Un alpha geek. Oui, et c'est ça, Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Pourtant, il y a eu multiples versions de script avant même que Kevin Smith soit engagé. Le travail a commencé au début des années 90 sur le script, mais en 92, un petit événement dans le monde du comic book qu'on appelle Death of Superman est arrivé. Ça a légèrement changé. Ça a changé les plans de Warner. On a adopté cette trame narrative-là. Mais tu sais, je veux dire, Superman n'est pas resté mort longtemps. Non, mais côté film, c'est là que Kevin Smith a été engagé. La façon dont il a été engagé, c'est que il a été approché par la Warner qui leur ont montré les tonnes de scripts qu'ils avaient eu à date sur Superman, Death of Superman, et Kevin Smith leur a carrément ri d'en face et leur a dit que leur trame narrative était ridicule et il a comparé le script existant à Batman 1966, la série télé. Donc, oui, mais c'était bon, ok. Donc, il a été engagé pour réécrire le scénario complet. Alors, son synopsis comprend le méchant Brainiac qui veut tuer Superman en bloquant le soleil et en le privant de ses pouvoirs. Bon, c'est un bon début. Mais il envoie une espèce de Super Hulk kryptonien qui s'appelle Doomsday pour le tuer. Ça marche. Il meurt, mais il sera ressuscité par l'Éradicator qui le mettra dans un armure. Moi, dans ma tête, si j'entends Éradicator, je pense pas que c'est le genre de gars qui va te ressusciter. Mais bon. Ah oui, mais c'est un robot kryptonien. Ah, ben là, ok, donc c'est un allié de Superman. Ah, ben oui. Donc, jaloux de cette armure-là qui imite les pouvoirs de Superman, Brainiac s'associera à Lex Luthor pour faire une alliance et tenter de s'emparer de la fameuse armure. Mais mon Dieu, ce n'est que des grandes étoiles du Superman qui sont là-dedans. Là. Suite à ce scénario-là, la Warner approuve le projet et passe à l'étape suivante.
c'est de là que Tim Burton est engagé. Mais c'est ici aussi que ça se gâte. Parce que mais là, c'est-tu avant ou après Batman de Tim Burton? Le scénario, Kevin Smith a été engagé en 96, donc Batman Returns c'est en 92. Donc, ok, c'est bon. Parfait. C'est par la suite. C'est ici que ça se garde parce que là, ils vont présenter, la Warner te présente Kevin Smith à un producteur, un certain John Peter, qui est un ancien coiffeur de vedette qui a produit depuis des nombreux navets étranges, dont un film de boxe avec Barbara Streisand. Wow. C'est là que ça passe en mode folie furieuse boosté aux stéroïdes. Parce que Kevin Smith a déjà raconté en détail ses rencontres avec Peters dans une vidéo que je vais poster sur YouTube. Mais voici les meilleurs moments. Peters se disait un très grand fan de Superman, et pourtant il connaissait rien de la mythologie du personnage. Donc on parle de sa provenance Krypton, on parle de son nom d'origine Kal-El, on parle des personnages qui l'entourent, Jimmy Olsen et des trucs comme ça. Il connaissait rien de ça. Il a donné à Kevin Smith 3 règles pour écrire le script. 1, pas de costume rouge et bleu. Ça part bien. 2, il ne devrait pas voler. Ça part très bien. Et 3, il devrait combattre une araignée géante dans l'acte final. Pourquoi il y avait une araignée géante qui traînait dans le garde-robe? Non, parce qu'il a dit à Kevin Smith que les prédateurs les plus féroces du règne des insectes, c'est l'araignée. Ah. Donc, il n'y avait pas le choix de mettre ça dans son... On pouvait pas passer à côté, c'était une règle. Smith mentionne qu'il n'a pas bronché à la mention de ces ajouts-là parce qu'il voulait garder sa job. Fait que... Mais Peters va réutiliser l'idée de l'araignée dans Wild Wild West. Mais ça a bien marché. Ça a super bien marché. OK. Moi, il a demandé d'autres choses à Smith aussi, parce que en 96, si vous vous rappelez bien, c'était la l'édition spéciale de Star Wars au cinéma. Oui. Et ça a eu un immense succès financier. Donc, John Peters a demandé à Smith, a dit, écoute, ça me prend l'équivalent d'R2D2, mais tu vas le rendre gay. Je veux un R2D2 gay. Ben, ça s'appelle C3PO. Oui, mais lui, il savait pas. Il connaît rien. OK. Il a demandé aussi un équivalent de Chewbacca dans le film de Superman qui va servir de sidekick à Brainiac. OK, non, c'est pour en faire une tonne de jouets dérivés. Rien de moins. Ah ben, là, je veux dire, c'est des raisons pécuniaires et monétaires, c'est correct. Et pendant les temps morts, quand Superman était justement mort, il s'est dit, ça me prend une scène d'action pour rehausser l'intérêt du film. Donc, Brainiac ira à la forteresse de la solitude et se battra contre les ours polaires de Superman. Ma tank à mauvais goût déborde. Mais jusqu'à présent... la raison pour ça, il dit que les ours polaires sont les prédateurs les plus féroces du règne animal. Fait que t'avais les mammifères contre les insectes à un certain point. C'est sûr. C'est sûr que ça pouvait pas bien virer. Mais là, à partir de là, je veux dire, ils ont pas eu le choix d'envoyer des sacs et des sacs et des sacs d'argent sur ce projet-là. En fait, c'est là que Nicolas Cage obtient le rôle. C'est là que les sacs d'argent sont allés. C'est un gros fan de comic book, donc il a beaucoup poussé pour avoir le rôle. Et il a mentionné qu'il voulait... Son but, c'était de redéfinir le personnage. Mais là, je vais pas m'aller de pas mes affaires, mais est-ce qu'en plus, à cette époque-là, Nicolas Cage n'avait pas un mulet? Oui, j'ai des photos que je vais mettre sur le Facebook du... le film est allé assez loin en pré-prod et Nick Cage a fait des essais costumes. Il y a eu trois costumes d'essayés. Il y a eu le traditionnel, rouge et bleu, mais il était caoutchouteux, disons-le. Ben c'est correct. Oui, mais trop caoutchouteux. Puis Nick Cage avait un mulet. C'était bizarre. Le deuxième, c'est la version en noir que j'aime personnellement beaucoup. Ça ressemble au costume de Batman Returns. Il est très beau. Il y a un troisième vraiment douteux, le costume qui serait le costume robotique de l'Éradicator. C'est un costume transparent avec des LED à l'intérieur, des lumières d'ailes. OK. Je te dirais que cette idée-là, je pense qu'elle a fait son chemin au film de Green Lantern. OK. Ils l'ont fait en CGI, mais l'idée de base est la même. Mais là, je viens de me rappeler, Superman dans les années 90, ça fait effectivement un mulet, fait que tout va bien.
Le tournage a été prévu pour 98, mais il y a eu d'innombrables versions supplémentaires du script, ça marchait pas. Le film est allé dans l'innommable Development Hell. Je sais pas si tu peux me traduire ça, Simon. L'enfer des développeurs. Le purgatoire de la production. Voilà. Okay. Fait que c'est un endroit où on n'en sort jamais ou très peu. Alors, Tim Burton va quitter le projet pour... il produira Sleepy Hollow. Qui était un bon move. Par la suite, l'idée a été gardée à Hollywood, même dans les années 2000. On a redéveloppé le script. À un moment donné, J.J. Abrams a été attaché au projet après Burton, post-Burton. Robert Rodriguez. Tout le monde y a passé. Tout le monde y a passé. Et petit à petit, c'est devenu le film de 2006, Superman Returns, par Bryan Singer, si je me trompe pas. Le gars qui a fait les 2 premiers X-Men. OK, mais finalement, ça a pas fini comme le script du tout. Non, c'est ça. Il y a eu de nombreuses réécritures parce que ça marchait pas pantoute, mais finalement, c'est à cause que quand il a été attaché au projet, Singer, lui, a décidé qu'il était un grand fan de Donner, les films de Donner des années 78. Il a dit... Bon, toutes ces idées-là de réimaginer Superman, Death of Superman, moi, ça m'intéresse pas. On revient à la base. Donc, il a ramené ça à l'essentiel. Ça a pas levé, mais... Au moins, c'était pas des ours polaires contre des araignées. Ouais, c'est ça. Ok, mon réservoir de mauvais goût est plein, là, je pense qu'on... Ça aurait pu donner un bon film, on sait pas, on le saura jamais. Il y a eu un Kickstarter pour faire un documentaire sur le sujet, alors ça va sortir bientôt si on est chanceux. D'ailleurs, pendant le Kickstarter, ceux-là qui nous ont aidé à faire que le Kickstarter sur Weng Weng réussisse, nous sommes fiers de vous annoncer que oui, il y aura donc un film sur Weng Weng, le nain thaïlandais qui fait du kung-fu. Un film documentaire. Oui. Donc, avant qu'on vous quitte, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, là, on va tomber le 2. Nous allons vous annoncer quelque chose de spécial par rapport à la saison d'été. Quelque chose d'excitant, de magique et quelques petits changements. Mais je m'avancerai pas trop tout de suite. On va attendre que M. Éric Lajoie soit là aussi pour que les 3 pairs, dans le fond, de Geeks Contre-Attaque soient tous présents. Effectivement. Et restez branchés à CKRL puisque suivra à l'instant les routes enchantées. Oui. Donc, Monsieur Philippe Jacques, merci d'avoir été ici. Ah, ça fut fantastique, mais trop court. Oui, Monsieur Mike Iji, toujours au micro, toujours fidèle. Toujours un plaisir. Donc, c'était Simon Boucher. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez là la semaine prochaine et salut les geeks. Ha ha ha!